L'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est même un fléau. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Ma réputation ne m'a jamais empêché de dormir. Écoutez, je suis un Français de souche. Je suis un catholique de civilisation et de conviction. Je crois être un chef naturel. Et c'est comme ça, je ne me vois pas jouer autrement. Jean-Marie Le Pen, première. Monsieur Le Pen, est-ce que vous avez encore des secrets? Si j'en avais, je ne vous les confierais pas. Faisons comme si je n'en avais pas. C'est l'histoire oubliée de mai 68. Face aux étudiants de gauche qui prônent la révolution prolétarienne, une autre jeunesse sort de terre. Sa révolution à elle est nationaliste et autoritaire. Alors, en 68, je n'ai eu à aucun moment la tentation de rejoindre les gauchistes. J'estime que bon nombre des acteurs de la révolte étudiante en mai 68 étaient des enfants gâtés. C'était des fils de la bourgeoisie, voire même de la haute bourgeoisie, qui crachaient dans la soupe. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite française rasait les murs. Sous les pavés, elle réapparaît. Les gauchistes, pour moi, n'offrent absolument aucun intérêt. Au contraire, si ce n'est celui de m'opposer à eux par tous les moyens. Et là, je découvre un mouvement qui s'appelait Ordre Nouveau. Et à partir de là, l'aventure commence. La croix celtique est l'emblème du plus récent et du plus violent des mouvements d'extrême droite français, Ordre Nouveau. Moi, je suis un nationaliste, la démocratie, j'y crois pas. Et en ce qui concerne mon expérience à Ordre Nouveau, je n'ai aucun regret. Il y avait d'abord une grande façade avec une croix celtique et il y avait Ordre Nouveau, voilà. Dès qu'on rentrait dans le local d'Ordre Nouveau, on passait dans un autre monde. Parmi les gens d'Ordre Nouveau, il y avait des gens qui adoraient Hitler, Mussolini, certains Tito aussi. C'est-à-dire qu'on était une sorte de patchwork. Il y avait un peu de tout. C'était quoi les points communs entre vous tous? L'antigauchisme. À cette époque-là, c'était ça. C'était, moi, on me met un communiste sous le nez, si je peux, je lui casse la figure.
Moi, je sais que je voulais absolument y aller, donc j'avais demandé aux garçons de me mettre un casque sur la tête pour pas qu'on voit que j'avais les cheveux longs et partir avec eux dans les manifs. Voilà, très bon souvenir, un peu dangereux. On a du mal aujourd'hui à imaginer la violence qui régnait dans ces milieux-là. C'était très violent. Très violent. En à peine 4 ans, Ordre Nouveau attire près de 5000 jeunes nationalistes. Mais ils sont beaucoup trop violents pour espérer gagner la moindre élection. Nous considérons qu'il faut doter la famille politique que nous représentons, la droite nationale, avons besoin d'avoir un parti. Ce parti doit être présentable. Il est officiellement créé le 5 octobre 1972. Son nom, Front National. Et à ce moment-là, les fondateurs du Front National sont allés chercher quelqu'un qui apparaissait comme moins sulfureux qu'eux. À l'époque, lorsque je rencontre Jean-Marie Le Pen pour la première fois, je ne le connaissais pas. Je l'avais trouvé chaleureux, exubérant. Toute l'ambiance d'ailleurs de cette ultra-droite de l'époque était extrêmement amusante. À l'époque, Jean-Marie Le Pen avait eu une carrière politique. Il fait partie du groupe poujadiste. Il était le plus jeune député de France en 1956. Il était à l'époque quelqu'un dont le physique permettait d'incarner un grand mouvement populaire. Il était très sportif, il avait son passé militaire, mais il était complètement oublié. Les fondateurs du Front National cherchaient quelqu'un qui permettait d'incarner le mouvement, plus un porte-parole qu'un chef politique. En quelque sorte, une potiche. Bon, avec Le Pen, évidemment, c'était mal le connaître. Quand je découvre Jean-Marie Le Pen, la salle est comble. Là, je découvre vraiment la réalité d'un orateur. Certes, Jean-Marie Le Pen mène depuis si longtemps, comme si j'avais 90 ans, un combat courageux. Quand on l'a vu sur scène, et bon, on s'est dit c'est le bon, quoi. C'est le bon. Tandis que Giscard d'Estaing, lui... Seule chose tout à fait incongrue pour nous, c'est bien sûr le bandeau sur l'œil. Il ne passe pas inaperçu. L'histoire de son bandeau, c'était sans doute un peu pour nous impressionner, pour nous montrer que c'était un bagarreur et qu'il avait fait les 400 coups. En 1958, Jean-Marie Le Pen va prendre un coup de savate dans le visage et son œil gauche, je crois, était nucléé. Et ses amis l'emmènent immédiatement, il tient son œil hors de l'orbite et ils sortent alerter le premier pharmacien à proximité qui va réussir à remettre l'œil dans son orbite. Il fera partie de notre folklore. C'est le flibustier de la vie politique. À monsieur François Mitterrand, pas plus que ça lui a... Borgne, mais visionnaire. Dès le début, Jean-Marie Le Pen met en scène sa famille pour servir sa carrière politique. Une caractéristique du populisme qu'il incarnera plus tard. Toujours très fière de m'appeler Le Pen. J'en suis très fière. Je trouve que d'abord le nom de Le Pen est très beau. J'aime bien ce nom. À l'époque, lui, il cherchait à faire quelque chose de sa vie. S'il avait été avocat, ça l'aurait amusé. Moi, je n'aime pas beaucoup ce métier d'avocat. J'ai dit, tu vas pas défendre des gens qui ont tué, enfin, c'est ridicule. Puis après, on lui a proposé des trucs. Une très belle situation au Pérou. Et moi, j'étais partant, j'avais fait ma valise déjà. Il m'a dit non, on part pas. Et la droite, qu'est-ce qu'elle devient si je m'en vais?
Tiens, mon gentil, viens, ma belle. Pour vous, la famille, Jean-Marie Le Pen, c'est important? Pour moi, c'est le plus important. Et je crois que c'est la base de notre civilisation. C'est là où s'enseignent les règles de la vie. Ah, ça fait du bien d'être à la maison. On habitait chez Poirier. Les filles sont là, elles avaient chacune leur chambre dans l'appartement. C'était pas militaire du tout, pas du tout. C'était plutôt hippie que militaire. C'était pas papa gâteau, il était trop occupé à vivre sa vie. Et puis il avait toujours la bougeotte, il fallait toujours qu'il fasse quelque chose. Le bateau surtout. Et c'est Jean-Marie, ça. Il est très facile à vivre. Sauf quand c'est la politique. On ne joue pas avec les mots, parce que vous êtes la droite sociale et l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? J'attends qu'on me dise ce que c'est que l'extrême droite. Je suis le candidat d'une droite qui est sociale, populaire et nationale. Bonsoir et merci. Un candidat de droite classique, donc, qui fait tout son possible pour faire oublier ceux qui l'ont appelé à la tête du Front National. Roger Olindre, 4 ans de détention pour son engagement à l'OAS, organisation terroriste pro-Algérie française. François Brignot, collaborationniste, emprisonné à la Libération et condamné à de multiples reprises pour propos antisémites. Alain Robert, figure incontournable du nationalisme violent. Ou encore Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS. Des pères fondateurs qui incarnent toute la diversité de l'extrême droite française, parrainés par le mouvement social italien, le MSI. Un parti néo-fasciste, directement inspiré de Benito Mussolini. Son responsable, Giorgio Almirante, a suivi le Duce jusqu'au bout. Comment est-ce que vous vous définissez par rapport à Mussolini? Un Italien qui a connu Mussolini, qui a aimé Mussolini, qui a servi Mussolini en bonne foi. L'Italie et la France sont des nations sœurs, avec une culture commune, une religion commune. L'initiative de création d'un mouvement qui s'appelle Front National appartient pleinement aux dirigeants d'Ordre Nouveau sur une idée pressante du MSI. Donc ça veut dire que le MSI est un peu le grand frère qui a impulsé la création du FN? C'est évident. Quoi d'autre? What else? Et ça, c'était factuel. Je veux dire, on ne peut pas y revenir. C'est comme ça. D'ailleurs, le symbole du MSI, qui est la flamme, hein, a été reprise par Ordre Nouveau et puis ensuite par le Front National. Hein. Ça, c'est la flamme du MSI. À part que le MSI, c'est les couleurs italiennes. Mais voilà, ça a été repris intégralement. Le MSI soutient et finance les premières campagnes du Front National. Une étroite filiation que Jean-Marie Le Pen réfute dès le début. Vos affiches, par leur graphisme, par le slogan, ressemblent à celles du MSI des néofascistes italiens. Que faut-il en déduire? Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Je n'ai aucun contact avec le MSI italien. Monsieur Le Pen, la flamme du Front National est un cadeau du MSI. Non, c'est pas un cadeau du MSI. Moi, je n'ai pas de référence à Mussolini ni au fascisme italien.
Ce n'est pas dans tous les cas dans l'esprit des gens du Front National. Alors c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'esprit? C'est l'esprit d'une formation nationale d'opposition. On peut être dans une formation nationale d'opposition sans se réclamer de Mussolini ou du fascisme italien. Est-il possible que Jean-Marie Le Pen ne soit pas au courant de la provenance de la flamme? Pardon? Je ne sais pas ce que vous fumez, mais c'est pas très recommandé pour votre santé, là. Cette réfutation, c'était sans doute pour mieux dire la flamme, c'est nous, vieux. Voilà. Nier toute forme d'inspiration fasciste, tout en devenant le seul maître à bord. Qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens, il y a une hostilité certaine. Jean-Marie Le Pen va écarter un à un les fondateurs du FN, dont son ami François Brignot. Fait elle-même plus qu'elle est même bousculée par les autres, elle fait son... Et le leader d'Ordre Nouveau, Alain Robert. Quand les amis étaient venus me chercher pour me demander de revenir activement en politique, je leur avais dit je reviens, mais si je reviens, je ne m'arrêterai pas. Ordre Nouveau a servi de marchepied, si vous voulez, à Le Pen, tout simplement. Et après, il nous a évacués dès qu'il a pu. C'est une prise de pouvoir, c'est un putsch. C'était un putsch, de toute façon, c'est clair. Un chef tout-puissant, mais sans troupes, sans programme. 5, 4, 3, 2, 1, résultat. Arlette Laguiller, 2,4%. René Dumont, 1,2%. Jean-Marie Le Pen, 0,7%. Et à partir de l'échec de 1974, qu'il faut bien remettre les pendules à zéro et prendre une décision, soit fermer boutique, soit étudier la possibilité d'une nouvelle stratégie. À ce moment-là, c'était l'anticommunisme. Le fil conducteur, c'était ça. C'était pas encore l'immigration. Et là, il y a un homme qui va arriver. François Duprat. François Duprat. Monsieur Duprat. François Duprat. François Duprat. François Duprat. La société actuelle, la société française, est une société qui va bientôt mourir. François Duprat, un idéologue d'extrême droite, passé lui aussi par Ordre Nouveau. Néofasciste, négationniste, il est l'instigateur du thème qui sera la clé de voûte politique du Front National. C'était un garçon très brillant, qui était passionnant, qui avait une culture très vaste. Il était très actif. Duprat va donc s'intégrer à l'équipe et il va avoir de très longues conversations avec tout le monde. Les analyses ont tablé que l'extrême droite en France représentait directement, c'est-à-dire sans aucun travail politique, 8 à 10% de la population. Après, il allait voir Jean-Marie, je ne sais pas ce qu'il se disait là-haut, mais c'est lui qui aurait dit à Jean-Marie, bon, anticommuniste, c'est bien, mais il y a le problème de l'immigration. Je pense que ça, c'est vrai. Ce nouveau thème, c'est vrai qu'il a été inspiré par Duprat, c'est vrai. Une réglementation très stricte de l'immigration qui concerne l'immigration. L'immigration. L'immigration, et en particulier l'immigration sauvage. Les immigrés veulent t'empêcher de parler, veulent descendre dans la rue. C'est un comble, ça, alors. Et Duprat, il dit, votre seul problème avec cette stratégie sera de pouvoir encadrer les milliers de militants qui viendront chez vous et de faire de vous un parti de pouvoir. Comme le disent nos affiches, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Je suis l'auteur du slogan « La France, aimez-la ou citez-la ». Comme tous les slogans, un slogan pour être retenu doit être simpliste. Si on avait dit 1 million d'immigrés, c'est 500 000 chômeurs en plus. Ah bon?
Bon, ça ne dit rien. Alors que 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop. Bon, c'était évidemment faux mathématiquement, mais aisément compréhensible. Ça a été extrêmement efficace. Le sens des mots, la sémantique, tout ça compte énormément pour lui. Et évidemment, ça va être extrêmement précieux tout au long de sa carrière. Et après, on a mis 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés de trop. Le Pen, il est souvent de fort mauvaise foi. Mais il y a peu de personnes qui ont ce don, parce que c'est un don, le flair. Mais dans les années 70, Jean-Marie Le Pen ne réussit pas encore à populariser le thème de l'immigration. Son parti n'a ni visibilité, ni argent. Quand on me dit que je suis d'extrême droite, oh, bon, je considère pas ça comme une injure. Hein. Au départ, j'étais simple adhérent, puis j'ai pris des responsabilités, notamment financières. Vous pensez qu'au départ du front, les militants payaient les affiches? Ils payaient les affiches, ils allaient coller. On n'avait pas d'argent. Il faut savoir qu'on avait tenu les derniers bureaux politiques à la bougie. Quand on était dans des situations financières extrêmement difficiles et tout ça, il y a eu le truc qui arrivait et qui était la Providence. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il a eu la Providence, hein. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National d'extrême droite et qui fut candidat à l'élection présidentielle de 1974, revient à la une de l'actualité à l'occasion d'une curieuse affaire. Il assure être l'héritier unique d'un richissime homme d'affaires, Hubert Lambert, qui est mort il y a un mois à Saint-Cloud et qui lui laisserait la coquette somme de 3 milliards d'anciens fonds. Oui. Hubert Lambert, c'est une personne que nous avons connue au Front National. Hubert Lambert, 42 ans, était membre du comité central du Front National. Il était donc tout acquis aux idées de Jean-Marie Le Pen qu'il avait rejoint lors de la campagne présidentielle de 1974. Lambert était un homme engagé. Il était très riche. Il avait une Rolls avec chauffeur. Il faisait des dons à la droite nationale, du courant national, comme on l'appelle. Depuis, Jean-Marie Le Pen et sa femme Pierrette étaient devenus les intimes d'Hubert Lambert. Je suis le légataire réellement universel et j'ai agi comme tel depuis la mort de mon ami. Vous étiez proche de lui? J'étais proche, oui, j'étais proche. Nous avions des idées communes. Sans doute, autrement, il ne m'aurait pas trouvé sympathique. Et nous nous sommes vus un petit peu plus, je pense, que d'autres. Moi, je ne peux dire que ce que j'ai constaté. J'ai constaté chez des militants ou des responsables un trouble, une équivoque, qui s'expliquait, comme je l'ai dit, essentiellement par les délais. Hubert Lambert a déjà fait un testament. Et voici qu'après avoir rencontré Jean-Marie Le Pen, il en fait un autre. Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure. J'institue, pour légataire universel, Monsieur Jean-Marie Le Pen, demeurant 9 Villa Poirier, à Paris 15e. La fortune d'Hubert Lambert est conséquente. Un patrimoine équivalent à plus de 20 millions d'euros et une propriété de près de 5000 mètres carrés. Montretout, situé à Saint-Cloud, banlieue chic de l'ouest parisien. J'avais dit à Hubert, écoute, ça ne t'engage pas à grand-chose, tu as 10 ans de moins que moi. 10 ans de moins, mais une santé fragile. À 40 ans, Hubert Lambert, dépressif,
vit quasi reclus avec sa mère, Solange. Elle meurt le 21 août 1976. Dévasté, Hubert décède 4 semaines plus tard. 8 mois après avoir désigné les Le Pen comme héritiers. Mais la famille du défunt conteste et demande l'annulation pure et simple du testament fait au début de l'année. Robert Pietri. Alors. Vous savez, tout sort de l'ordinaire dans cette espèce d'affaire de faits divers politico-financiers. Avec Jean-Marie, tout est curieux. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Vous, quand vous apprenez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes surpris, pas surpris? Ça ne m'a pas surpris. D'autant que je connais bien Pierrette et je sais ce qu'elle a dû faire. C'est-à-dire? Le chat. Je pense que j'étais pas vilaine à regarder, quoi. Ça, vous en aviez conscience de ça? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Faisons jouer, c'est amusant. C'est agréable d'être jolie. Madame Le Pen, vous avez assisté en quelque sorte Hubert Lambert dans ces derniers instants, ou du moins dans ces dernières semaines. Comment était-il? Il prenait des calmants, c'est sûr, mais il était malade comme il était d'habitude. Il était aussi lucide que d'habitude, en tout cas. Pour parler très clairement, c'est suspicieux qu'il y a autour de vous. Non, moi, ça m'a jamais touché. Comment vous vivez ça? Oh, très bien. Vraiment très bien. Quand on dit que je faisais dans cette voile, le pauvre, il était bien incapable d'être charmé par quoi que ce soit. Voici la photo d'Hubert Lambert, des ciments Lambert, une photo qui n'était même pas allée chercher chez le photographe. Il a toujours été très malade. Il était souffreteux, il était blanc comme un linge. On voyait que c'était pas un type en bonne santé, voilà. Et il voulait que ce soit nous qui héritions. Alors évidemment, les cousins n'étaient pas contents. Ils attendaient ça depuis 30 ans. Cette opération montée par M. Le Pen me paraît absolument scandaleuse. Il a, selon vous, été influencé? Ça me paraît incontestable. Ils ont fait une autopsie. Ils ont fait faire une autopsie. Mais pourquoi je vous devais... Parce que ils pensaient qu'on l'avait tué, je ne sais rien. Peut-être que j'avais mis un voile autour du cou, un voile tricolore peut-être. S'il y avait eu quelque chose de douteux dans toute cette affaire, vous imaginez bien que mes adversaires s'en seraient servis. Or, personne n'a soutenu ce genre de propos. Et si quelqu'un l'avait soutenu, je l'aurais poursuivi. J'avais espéré que ça profite beaucoup au Front National, à la trésorerie du Front National. Et on lui demande dans l'escalier, je crois, je vois encore la scène, il était furieux. C'est à moi, t'entends? À moi qu'ils l'ont donné, hein? Ça rigolait pas? Non, alors il rigole plus du tout, lorsque-là. C'est comme ça, quoi. On n'avait rien à dire. Il s'aperçoit que c'est fondamental, que c'était le nerf de la guerre. Qui détient l'argent détient le pouvoir. Durant tout l'automne 76, un bras de fer judiciaire oppose Jean-Marie Le Pen au cousin Lambert. Ils ont été immondes. Les bourgeois et le fric. C'est quelque chose, mais c'est pas possible, quoi. Et après, après on explose. Ce matin, vers 5 heures, attentat au domicile parisien de M. Le Pen, président du Front National. J'ai cru que c'était la fin du monde. Et j'ai cru que mes filles étaient mortes. Et c'est Caroline, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Maman, non, t'inquiète pas, maman, Yann va bien et Marine va bien. » Alors que s'est-il passé exactement dans la mesure où vous pouvez avoir une idée précise maintenant? Formidable explosion, et alors qui nous a pratiquement jetés hors du lit, et nous sommes sortis dans le couloir, et on a vu le ciel. L'engin, dont on n'a retrouvé d'ailleurs aucun débris et qui a été probablement déposé sur le palier du 4e étage, aurait eu, paraît-il, une puissance équivalente à celle produite par 5 kilos de dynamite.
C'est évident que cette explosion, cet attentat, visait de toute évidence à tuer, n'est-ce pas? À tuer aveuglément, sauvagement, et que c'est un don du ciel, on peut le dire, si ce résultat n'a pas été atteint. Cet attentat de Villers-Poirier, avec toutes ces années. Moi, je sais pas. Vraiment, hein, je suis moite-moite. Je sais pas. C'est politique parce qu'il venait de fonder le Front National. C'était l'héritage. Je sais pas. Je pencherais plus pour l'héritage que pour le truc politique. Et heureusement que le meuble où était le testament n'a pas explosé. Il aurait pu disparaître à cette occasion, mais il était dans une pièce qui n'a pas été touchée par l'explosion. Là, ce sont les hasards de la vie. L'attentat de la Villa Poirier ne sera jamais élucidé. Les Le Pen finiront par obtenir un accord avec les cousins Lambert. Montretout est enfin à eux. J'ai jamais demandé à Jean-Marie comment il s'arrange. C'est pas mon problème. C'est le problème des hommes, ça. Il m'a dit un jour, est-ce que tu penses que tu veux garder à la maison? J'ai dit non, je veux pas aller dans cette immonde maison marron foncé. J'ai détesté cette maison, je suis pas habitée à la campagne, enfin voyons. Moi j'aime Paris, je suis une Parisienne. C'est ça ou être dans la rue. Donc on occupe le Montretout à Saint-Cloud. C'est pas exactement le bagne. Et une fois qu'on a été ici, bah, on s'est mis, hein, voilà. On a fait refaire un petit peu tout, pas assez d'ailleurs à mon goût. Cette maison, son entretien est coûteux, c'est vrai. Sur le plan fiscal, c'est douteux. C'est coûteux, pas douteux. C'est coûteux. C'est pas un lapsus, ça, monsieur Le Pen. Non, c'est pas... Bon, écoutez, si vous voulez le faire comme ça... Le FN, sans le sou, a maintenant un leader rentier. Le Pen peut se consacrer à la politique, l'esprit libre. Il est vrai que sans l'héritage Lambert, probablement, il n'y aurait pas eu cette histoire-là. Et quand on voit aujourd'hui la continuité, puisqu'au-delà de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal, bon, eh bien, c'est presque la politique française qui a été bouleversée par ce geste d'Hubert Lambert qui a fait de Jean-Marie Le Pen son héritier. Ça a tout changé. Pour l'heure, Jean-Marie Le Pen entend profiter de la vie. Montretout va devenir un haut lieu des soirées de l'ultra-droite. Jean-Marie, il a le sens de la fête. Il adore faire la fête. Quand on a eu cette maison, il dit c'est une maison pour faire des fêtes. Donc la première chose qu'on a fait, une grande fête. 800 personnes, 3 orchestres, je sais pas, 10 restaurants. C'est toujours très joyeux parce qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier chez Le Pen, c'est que c'est un fan absolu de danse. Il y avait la politique, la télévision, les avocats les plus connus de Paris. Il y avait toute l'aristocratie et les gratins parisiens. Jean-Marie Le Pen tisse son réseau en festoyant. Mais un nouvel événement va faire vaciller le leader du Front National.
Ce sont des professionnels qui ont mis au point l'attentat qui a coûté la vie à François Duprat, candidat à l'extrême droite du Front National aux dernières législatives. C'est la seule certitude des enquêteurs. Il semble aujourd'hui que la voiture de François Duprat a été piégée. François Duprat, 37 ans, père de 2 enfants, a été tué sur le coup. Son épouse, grièvement blessée, souffre de fractures aux jambes et d'un enfoncement de la cage thoracique. Ça a été extrêmement dur. Et même encore aujourd'hui, l'évoquer est un peu difficile. Quand Le Pen est arrivé, c'est là qu'il nous a dit vous voyez, les enfants, la politique, c'est pas un jeu. Pourquoi François Duprat, numéro 2 du FN, a-t-il été assassiné? Et par qui? C'est évident que l'homme qui a été visé, c'est le dirigeant politique et c'est aussi le penseur politique qu'il était. Il ne fait donc pour nous absolument aucun doute qu'il s'agit d'un attentat criminel. Et d'autant plus que les explosifs utilisés relevaient quand même d'une technologie qui était en usage par des réseaux terroristes ou des services secrets. L'enquête n'aboutira jamais. Plusieurs pistes existent. Règlement de compte au sein de l'extrême droite, vengeance d'anciens de l'OAS, barbouzerie des services français. Au FN, une autre thèse a fini par s'imposer. C'est des services secrets israéliens. Qu'est-ce qui vous fait affirmer ça, M. Jallet? Il était d'un antisémitisme forcené. Forcené, pire que Soral. Les obsèques de François Duprat sont l'une des rares occasions de voir Le Pen ému en public. Désormais, le leader du FN ira régulièrement se recueillir sur la tombe de son ami au cimetière de Montmartre. François Duprat avait milité dans les partis d'extrême droite, engagé jusqu'à la mort. Et à ce titre, il est évidemment un des héros de notre combat. Privé de stratège, Jean-Marie Le Pen reste méconnu des électeurs. Je sais bien que le mot de patrie Il stagne. doit écorcher la bouche de nos autorités. Il a peu de militants et peu d'alliés. J'ai besoin de vos signatures. Je vous les demande du fond du cœur. Aidez-moi. Il ne réussit même pas à trouver les 500 signatures pour se présenter à la présidentielle de 1981. François Mitterrand est élu président de la République. Paradoxalement, la victoire de la gauche va lui ouvrir la voie du succès. Quand Mitterrand est élu en 1980, la droite est littéralement tétanisée, effondrée, au 36e dessous. On définit le socialisme comme l'ennemi principal, si je puis dire. Et donc, pour nous, c'est l'immigration qui commence à devenir de plus en plus importante. La question est de savoir comment on va gérer les Algériens qui viennent en France et quel problème cela peut poser par rapport à notre identité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça ne me paraît pas, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de s'enrichir d'autres civilisations. Obsédé par l'immigration, le jeune énarque Jean-Yves Le Gallou est le cofondateur d'un groupe de réflexion politique, le Club de l'Horloge. Son but, radicaliser les partis de droite classiques. Le RPR de Jacques Chirac et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. Nous créons avec quelques amis, dont Bruno Maigret par exemple,
nous créons le Club de l'Horloge qui vise à faire un travail d'influence pour pousser le RPR à l'UDF à faire des choses qu'ils hésitent à faire compte tenu de l'ambiance politiquement correcte. Pour l'emporter, Jean-Yves Le Gallou et Bruno Maigret, futurs numéro 2 du Front National, ont à l'époque une stratégie bien précise. Cette extrême droite, qui sera une nouvelle droite, ne pourra revendiquer le pouvoir que le jour où elle sera hégémonique sur les 3 I. Immigration, identité, insécurité. À partir du moment où vous êtes majoritaire dans les têtes sur le fait qu'en France, il y a trop d'immigrés. On est vraiment trop envahis, disons. Il y en a trop. En France, l'identité française est remise en cause par cette immigration massive. On n'a pas l'impression d'être chez nous, vous voyez, on a l'impression d'être plutôt chez eux. En France, l'insécurité est due à cette immigration massive. Si le soir, on ne peut plus sortir. Hein. Pourquoi? Donc vous êtes attaqué. C'est le début du grand remplacement. Il est là, déjà. Et ça, c'est mortel pour notre société. Cette idéologie qui monte aide Jean-Marie Le Pen à sortir du désert. Il y a un moment, vous savez, dans le maniement de la fourchette, vous avez l'impression que vous travaillez pour rien. Et puis, il y a un moment où les premières bulles arrivent à la surface. À Paris, dans le 20e, le chef du Front... En 1983, les élections municipales vont tout changer. Jean-Marie Le Pen a cristallisé plus de 11% des suffrages. Premier succès électoral. Le Pen devient conseiller de Paris. Vous ne relâchez pas la pression. Les immigrés, c'est eux qui sont au centre de la bataille municipale de Dreux. Elle n'est plus une simple affaire locale, mais un vrai débat national. Le tournant historique arrive lors du scrutin municipal partiel de Dreux, en septembre 1983. Le candidat du RPR remporte la mairie en s'alliant avec la tête de liste du Front National, Jean-Pierre Stirbois. RPR, FN, main dans la main, une première. Le Club de l'Horloge a gagné son pari. 5% des voix contre 44,55% à Marcel Piquet. On a contribué aux thématiques des campagnes municipales. Les élections municipales de 1983 sont parmi les élections les plus à droite depuis le début de la Ve République. Manifestants qui crient « Stirbois, fasciste, assassin »,« Stirbois, le peuple ratafo », etc. Et là, je me suis dit, ah, là, ça prend. Jean-Marie Le Pen peut désormais rêver d'un grand destin. Bonjour, je suis de Channel 4 News pour Monsieur Le Pen. Montre tout, c'était devenu le QG du Front. Il avait fait son bureau là, les gens venaient là, c'était quand même plus discret. C'est-à-dire qu'il ne bougeait pas et c'est tout le monde qui venait, se tapait les embouteillages du pont de Saint-Cloud à des heures impossibles. Je n'allais pas me déplacer à Paris, au siège du Front National, pour rencontrer quelqu'un que je pouvais rencontrer chez moi. Ils étaient nombreux et, somme toute, assez flattés d'être reçus dans la demeure personnelle du président. Mais le maître de Montretout est frustré. La télévision publique ne l'invite ni aux 20h, ni dans ses grands-messes politiques. Bien avant la victoire de Dreux, il avait même écrit au président de la République pour s'en plaindre. Alors, monsieur Le Pen, vous avez pris votre plus belle plume et vous avez écrit au président Mitterrand pour vous plaindre du non-respect du pluralisme sur les antennes de la télévision. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de vie politique en dehors de la télévision. Geste démocratique ou stratégique, François Mitterrand se montre compréhensif. Il finira par exaucer son vœu. Jean-Marie Le Pen est l'invité de l'incontournable émission politique de la télé française, L'heure de vérité. Cette invitation, vous le savez, ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a actuellement devant cette maison des manifestations. Le Parti communiste la considère comme indécente. Cet homme est dangereux parce que la politique qu'il défend est dangereuse.
Et le nouvel observateur ajoute, il aurait mieux valu l'ignorer. Bah là, c'est la révélation d'une bête politique. Bon, il ne s'est pas laissé démonter. Vous avez déclaré au Figaro Magazine, si l'on me traite de raciste, j'intente des procès et je les gagne tous. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Très bien. Vous en avez une expérience personnelle, je crois. Tout à fait. J'ai été condamné personnellement. Il nous a appris à ne plus nous laisser démonter par les journalistes. Monsieur Le Pen. Quand il y a des réactions de racisme comme elles existent chez des gens qui sont quelquefois des gens simples, vous ne vous sentez jamais une part de responsabilité. Jamais. Vous vous sentez la conscience tranquille. La grande responsabilité dans cette affaire serait de ne pas dire la vérité sur la véritable vague déferlante de l'immigration en provenance du tiers-monde vers un pays comme le nôtre. Il avait le cuir suffisamment épais. Et je voudrais tenir une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste et au goulag. Moi, je suis journaliste et je continue à poser mes questions, si vous le voulez bien. C'est une bascule. Il a gagné haut la main, ce jour-là, tous ses galons politiques. Voilà. Dès le lendemain, les adhésions explosent. Avancez vers la salle, s'il vous plaît. D'à peine 300 militants, le FN affirme passer à 10 000 en quelques semaines. Demandez le briquet Le Pen, 10 francs. Les 2 badges, 10 francs. C'est exactement la prophétie de Duprat. Votre principal problème sera de vous organiser pour canaliser, accueillir, former tous ceux qui voudront adhérer par milliers. Alors vous avez écouté le discours de M. Le Pen, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Il dit tout haut ce que tout le monde pense, parce que la majorité des gens pensent en réalité. Peut-on penser que Mitterrand vous a utilisé pour affaiblir la droite? Ça, on peut toujours penser ce qu'on veut. Il essayait sans doute, où il souhaitait, pouvoir se servir des uns contre les autres. C'est possible. Est-ce que François Mitterrand a utilisé Jean-Marie Le Pen pour affaiblir la droite? Bien sûr. Comme la droite a cherché à utiliser Jean-Marie Le Pen pour affaiblir le Parti socialiste. Tout le monde a instrumentalisé Jean-Marie Le Pen. Tout le monde. Parce que personne ne s'est rendu compte de ce qu'il était. Personne n'a vu venir le renversement idéologico-politique. Madame, Monsieur, bonsoir. L'élection européenne de 1984 fera date dans l'histoire politique française. Dans ce scrutin européen d'hier, il y a en effet un seul vainqueur, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Avec 11% des voix, sa formation, qu'on le veuille ou non, représente maintenant la 3e vraie composante de l'opposition. Jean-Marie Le Pen fait son entrée au Parlement européen. Il y sera constamment réélu jusqu'à son retrait de la vie politique. Fortuné, patron d'un parti en ordre de bataille, régnant sur des militants qui ressemblent à des fans, Le Pen l'opportuniste se mue en leader populiste de premier plan. À Montretout, sa fidèle épouse, celle qui détient les secrets de son ascension, reçoit, flatte et sourit, alors qu'elle est au bord de la rupture. Alors, ma chambre, il y avait des gens qui passaient dans ma chambre à 8 h du matin. Vous ne dérangez pas, je me lavais les mains. Bon, alors, c'est vrai que j'en avais marre. J'en avais marre, et du monde à déjeuner, du monde à dîner. Enfin bon, ça allait pas du tout. Alors, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. Et j'ai fauché le camp.
C'était quoi votre moteur à ce moment-là? Me venger.